Dans une première vidéo, Denis Delpierre et moi-même, nous vous avons présenté une structure treillis particulière, une poutre Warren. Et on avait regardé à l'aide d'une maquette plus précisément son fonctionnement. Passons maintenant à la modélisation d'une structure treillis, ce qui va nous conduire à finalement calculer cette structure. Tout d'abord, revenons sur ce que nous avons pu observer dans la vidéo précédente. Alors on avait surtout pu constater que les éléments rectilignes constituant cette structure, eh bien, après application des charges, restaient rectilignes. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de flexion dans les éléments qui sont rectilignes. Nous n'avons que de la traction et de la compression. Ceci va nous amener à un certain nombre de définitions. Tout d'abord, la définition de la notion de barre, qui est un élément de structure rectiligne, biarticulé, soumis uniquement à des chargements situés sur ses extrémités. On va en déduire alors naturellement la définition d'un treillis qui n'est rien d'autre qu'un ensemble stable de barres. Ces barres sont assemblées les unes aux autres par l'intermédiaire d'articulations internes de ce fait, et ce qui veut dire également que les liaisons avec l'extérieur ne peuvent être que des articulations ou des appuis simples. Si nous avons une liaison encastrement, ce ne peut pas être une structure de type treillis. Dernière définition, il se trouve qu'on appelle nœuds les extrémités des barres. Alors illustrons ces définitions sur la maquette proposée par Denis Delpierre. Tout d'abord, on a des articulations en termes de modélisation au niveau des extrémités des éléments rectilignes. On a également un appui simple au niveau de la liaison qui est à droite, puisque Denis avait autorisé par l'intermédiaire d'une roulette un déplacement horizontal du nœud situé en bas à droite. En revanche, au niveau du nœud situé en bas à gauche, on avait bien une articulation avec l'extérieur puisque ce nœud ne bougeait pas. Les éléments rectilignes sont des barres et les extrémités de ces barres sont des nœuds. On a donc vu en termes d'exemple déjà la poutre Warren, mais on retrouve également très fréquemment ces structures treillis dans le cadre d'éléments de toiture, c'est ce qu'on appelle des fermes. Évidemment, comme autre structure que l'on rencontre très fréquemment dans nos campagnes, on va retrouver le pylône électrique, ou alors en ville, on va retrouver très fréquemment des grues. Et si on zoome un petit peu sur le bras de la grue, on se rend compte qu'effectivement, on a bien une structure de type treillis spatial. Alors, je voudrais faire quelques commentaires avant d'aller plus loin sur cette modélisation, puisque la première hypothèse consiste à dire que mes barres sont biarticulées. Ça veut dire qu'au niveau des nœuds, j'ai des articulations parfaites. En revanche, je sais bien que dans la réalité, une liaison parfaite n'existe pas, puisque, en l'occurrence ici, je n'ai que du soudage, du boulonnage, du rivetage pour assembler mes différentes barres. Cependant, il se trouve que mes barres sont en général très élancées, ce qui donne une certaine souplesse au niveau de l'articulation, ce qui confère également à l'hypothèse d'articulation. Les barres sont censées être concurrentes. Ce n'est pas exactement le cas parfois, puisque dans les éléments de charpente, on trouve que pour les fermes, de temps en temps, les barres n'ont pas cette propriété. Le dernier commentaire que j'aimerais faire concerne les charges qui sont censées être appliquées sur les nœuds. Mais qu'en est-il du poids propre? Alors ce poids propre, lui, qui est censé être réparti, eh bien soit je le néglige devant les charges appliquées, ou alors si je ne veux pas le négliger, ou s'il n'est pas négligeable, eh bien je peux le répartir. C'est ce que l'on va faire en termes de modélisation, on va le répartir sur les nœuds. Un treillis, c'est une structure de génie civil, donc elle doit être impérativement stable. Donc comment faire pour étudier un petit peu la stabilité d'un treillis? Eh bien, première chose que l'on regarde, c'est est-ce qu'il y a assez de liaisons avec l'extérieur, pour voir si je n'ai pas une perte d'équilibre globale de ma structure. Puis après, on va repérer les triangles, puisque les triangles sont des éléments autostables d'une structure. Et après, évidemment, il risque d'y avoir d'autres polygones, et donc il faudra vérifier la stabilité de ces autres polygones. Si je prends l'exemple d'un quadrangle ou ici d'un parallélogramme, eh bien je sais qu'a priori c'est une structure instable. On est exactement dans le cadre du parallélogramme des formats. Si je considère cette structure est instable. En revanche, si pour cette même structure je rajoute une barre, la barre en rouge ici,
elle devient stable. Et ceci peut se voir très facilement si, pour étudier la stabilité de la structure de gauche, je me rends compte que je peux la ramener à l'étude de la stabilité de la structure en rouge que j'ai superposée à la première structure. C'est un quadrangle et je sais très bien que cette structure est instable. En revanche, pour la structure de droite, eh bien, la stabilité de cette structure revient à étudier celle-ci, qui est celle d'un triangle, structure triangulée, qui est parfaitement stable. Ce que je vais chercher à calculer pour calculer une structure de type treillis, ce sont tous les efforts internes qu'il y a au niveau des barres. En effet, les barres sont soumises uniquement à de la traction et de la compression. Donc, la seule sollicitation que j'ai au sein de la barre, c'est de l'effort normal. Alors, l'effort interne de la barre, c'est rien d'autre que l'effort normal. La seule chose, c'est que compte tenu des conventions que l'on utilise dans les différents IUT de France, l'effort interne est l'opposé de l'effort normal tel qu'on l'a défini avec nos conventions traditionnelles. Alors je rappelle juste que un effort interne, une sollicitation, n'a de sens que si j'ai coupé la structure. Une fois que j'ai coupé la structure, alors je peux représenter l'effort interne par un vecteur que par convention, je vais systématiquement dessiner comme sortant à la barre. Compte tenu du fait que f est alors une grandeur algébrique, eh bien cette convention me permet de dire que si f est positif, la barre est en traction. En revanche, si f est négatif, ma barre est en compression. Pour calculer ces efforts internes, je vais utiliser la méthode des nœuds. Donc cette méthode consiste dans un premier temps à isoler chaque nœud en coupant les barres qui arrivent sur ce nœud. Alors attention, en pratique, je vais isoler successivement chaque nœud. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On remarque que pour le nœud B, j'ai conservé la force extérieure qui était déjà appliquée sur ce nœud. Ensuite, compte tenu du fait que j'ai coupé les barres, eh bien, je dois remplacer ce que j'ai enlevé et ce que je vais donc traduire par l'intermédiaire de l'effort interne. Et en définitive, puisque j'ai aussi enlevé les liaisons avec l'extérieur, je vais traduire ces liaisons par l'intermédiaire des réactions extérieures de liaison associées. Au niveau du point A, j'avais une articulation avec l'extérieur, je mets donc deux réactions extérieures inconnues de liaison, et au niveau du point C, j'avais un appui simple, je n'ai donc plus qu'une équation inconnue de liaison. Il me reste alors à traduire que chaque nœud est en équilibre sous l'effet des différentes forces qui lui sont appliquées. En écrivant ensuite que chaque nœud est en équilibre, c'est-à-dire que la somme des forces selon la direction X est égale à 0 et que la somme des forces selon une direction Z est également à 0, je vais pouvoir déterminer toutes mes inconnues. Alors j'insiste sur le fait que ceci, je l'écris pour chacun des nœuds. Si j'ai n nœuds, ça me permettra donc d'écrire 2n équations. Ça me mène directement à la notion de degré d'hyperstaticité de mon treillis. Alors si j'appelle B le nombre de barres, qui est également le nombre d'efforts internes inconnus, N le nombre de nœuds, NRE le nombre de réactions extérieures de liaison, je vais donc en déduire que le degré d'hyperstaticité H est égal à mon nombre d'inconnus moins le nombre d'équations, c'est-à-dire B plus NRE moins 2N. Je rappelle que le degré d'hyperstaticité extérieure est égal à NRE moins 3, les trois équations d'équilibre que je peux écrire pour une structure globale en 2D. Et ça me permet d'en déduire aussi le degré d'hyperstaticité interne, HI, qui a l'intérêt de s'exprimer uniquement en fonction du nombre de barres et du nombre de nœuds, B moins 2N plus 3. Appliquons tout ceci sur l'exemple de la maquette de Denis Delpire, constituée de triangles équilatéraux et soumise à une charge P au niveau du nœud C. Donc c'est bien un treillis, hein, il a toutes les caractéristiques du treillis. B, le nombre de barres vaut 7, N, le nombre de nœuds vaut 5, H est donc égal à 0. Le treillis étant isostatique, je vais pouvoir tout calculer uniquement en écrivant des équations d'équilibre. Commençons par
déterminer les réactions extérieures de liaison. Je peux écrire le principe fondamental de la statique. Je peux également remarquer aussi que puisque RAX vaut 0, ma structure est parfaitement symétrique à la fois en géométrie et en chargement. De ce fait, RAZ est égal à REZ et donc est égal à P sur 2. Écrivons maintenant l'équilibre du nœud A pour déterminer les efforts internes FAB et FAC. Je fais systématiquement un schéma dans lequel je n'oublie pas de représenter l'angle de 60 degrés, qui vaut aussi pi sur 3, je le rappelle. Et il me reste à écrire que ce nœud est en équilibre. Et si je regarde l'équilibre selon la direction horizontale, j'en déduis que FAC plus la projection de FAB sur la direction horizontale, c'est-à-dire FAB cosinus pi sur 3 est égal à 0. De même, si je regarde la direction verticale, j'aurai P sur 2 plus la projection de FAB sur la direction verticale, donc FAB sinus pi sur 3 qui est égal à 0. J'en déduis donc que FAB vaut à peu près moins 0,58P et FAC est égal à 0,29P. L'équilibre du nœud B va nous permettre maintenant de calculer FBC et FBD. Je fais le schéma du nœud B, je n'oublie pas de remettre les angles, j'écris l'équilibre selon la direction horizontale et selon la direction verticale. On en déduit alors que FBC vaut à peu près plus 0,58P et que FBD vaut environ moins 0,58P. L'équilibre des deux nœuds A et B vont permettre de déterminer les efforts dans toutes les barres compte tenu de la symétrie déjà invoquée. J'ai représenté en rouge les barres en compression, où l'effort interne vaut moins 0,58P, et en vert les barres en traction. Cet effort de traction est de 0,58P dans les diagonales et de plus 0,29P dans la membrure inférieure, ce qui est tout à fait conforme à l'observation expérimentale qui a été faite par Denis Delpire lors de son expérimentation. Dans une autre vidéo, je vous détaillerai un autre exemple de calcul d'effort interne dans un treillis.